D'habitude, quand on parle d'un diagnostic médical, on a tous cette attente d'une précision absolue. Enfin, un truc presque mécanique, quoi. Ouais, le fameux diagnostic binaire. C'est cassé ou ça ne le l'est pas. Exactement. On se casse le bras, on file direct aux urgences, on fait une petite radio, et là, l'image montre une ligne blanche bien nette. Le médecin pointe l'écran, et voilà, le problème est évident. C'est propre, c'est visible, et au final, c'est super rassurant pour l'esprit humain de voir les choses comme ça. Grave. Et la solution semble tout aussi évidente, du coup. On aligne les morceaux, on met un plâtre, on attend un peu, et bingo. Sauf que cette vision super rassurante vole complètement en éclats dès qu'on s'aventure dans ce qu'on appelle l'éthiopathogénie. Et c'est justement l'objectif de notre exploration approfondie d'aujourd'hui. Décoder ça. Parce que là, on quitte le confort de la fracture nette pour entrer dans un paysage où la maladie, c'est pas un accident soudain. Non, c'est un processus hyper insidieux. Une vraie cascade d'événements. Comprendre l'éthiopathogénie, c'est pas juste coller une étiquette sur un symptôme. C'est comprendre le pourquoi et le comment, en fait. Cesser d'apprendre des listes de symptômes pour vraiment comprendre la mécanique des fluides et des matériaux. Mais appliqué à un organisme vivant. Tout à fait. C'est visualiser mentalement le tissu vivant en train de se transformer, de s'adapter de manière complètement désespérée et finalement de s'effondrer. Et pour vraiment saisir cette destruction au ralenti, le modèle de base idéal qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est pas forcément l'humain sédentaire. C'est la machine biologique la plus poussée qui soit. Le cheval athlète. Voilà. Imaginez un animal d'une demi-tonne qui atterrit sur une surface de la taille d'une petite assiette, et ça à des vitesses complètement vertigineuses. C'est le laboratoire parfait pour observer ce qui se passe quand la force physique pure entre en guerre contre la matière biologique. Une guerre totale, oui. Et toute cette guerre commence invariablement sur la première ligne de défense de l'organisme, avant même que l'os ne soit menacé. Tu parles des tissus mous, là. C'est ça, les tendons et les ligaments. Le point de départ de toute cette tragédie, c'est toujours la surcharge mécanique. Si on regarde à l'intérieur d'un tendon sain, au microscope, on découvre une architecture vraiment fascinante. C'est hyper structuré, c'est ça. Absolument. Ce sont des millions de fibres de collagène magnifiquement organisées, parfaitement parallèles. Elles ressemblent à s'y méprendre aux immenses câbles d'acier d'un pont suspendu, en fait. Ah ouais, la comparaison est super visuelle. Et ces câbles sont conçus pour s'étirer et rebondir, j'imagine. Oui, mais il y a une limite élastique. Et c'est là qu'on touche au pourquoi fondamental de la douleur. Attends, la douleur, c'est pas juste un signal nerveux abstrait? Pas du tout. C'est littéralement le cri d'alarme d'une structure soumise à un surétirement mécanique qui dépasse sa capacité d'absorption. Et pour bien comprendre cette sensation de tension, nos sources évoquent un test très précis, le fameux test de la planche ou prova della tabla. Ouais, c'est un test clinique classique, mais on peut le ressentir soi-même. C'est ça. Si on pose la paume de sa main bien à plat sur une table et qu'avec l'autre main, on force l'un des doigts à se soulever vers le haut, On le sent tout de suite. ah mais direct. Très vite, on ressent une tension aiguë, presque insupportable à la base du doigt. Et cette tension, c'est la traduction physique directe de ces câbles de collagène qui hurlent sous la contrainte. Chez le cheval athlète, on observe le même phénomène, mais à une échelle vraiment titanesque. Par exemple, avec le travail en cercle, non? Exactement. Un animal qui s'entraîne en tournant continuellement en cercle très serré va forcer, de manière asymétrique, sur ses ligaments collatéraux externes. Du coup, la tension n'est pas répartie. Voilà. À chaque foulée, le ligament est étiré 1 millimètre de trop. Et quand la limite est franchie, on entre brutalement dans la phase aiguë. Les fibres si bien alignées commencent à se rompre. J'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes sur cette rupture. Parce que on a souvent une fausse image en tête, je crois. C'est-à-dire, Bah, on imagine un élastique qui claque d'un seul coup, un truc net. Mais si on reprend ton analogie des câbles, c'est plutôt comme une grosse corde d'escalade qu'on attacherait à un poids beaucoup trop lourd. ah oui, c'est une excellente analogie. La corde, elle se coupe pas en deux instantanément. Ce sont les minuscules fibres à l'intérieur de la gaine qui commencent à péter les unes après les autres. La corde s'effiloche de l'intérieur. C'est ça, de manière complètement invisible de l'extérieur au tout début. La microdéchirure interne est progressive. Sauf que, contrairement à une vraie corde, le corps vivant réagit tout de suite à cette agression, lui. Bien sûr, la rupture physique des fibres déclenche une cascade inflammatoire fulgurante. L'organisme est littéralement en état de panique, donc il inonde la zone affectée de liquide. C'est l'œdème. Oui, on assiste à la formation d'un œdème massif, accompagné de micro-hémorragies pile à l'endroit où les tissus se sont déchirés.
Et c'est là que le gonflement devient visible à l'œil nu. Et les termes cliniques pour décrire ça sont super imagés. On parle de ventre de saumon ou ventre de poisson, le fameux guata de salmon. Ouais, parce que c'est un renflement très tendu, rempli de liquide inflammatoire qui déforme complètement l'anatomie normale du membre. Donc on a cette corde effilochée de l'intérieur, noyée dans un liquide inflammatoire. Naturellement, on se dit, enfin la logique voudrait que le corps nettoie tout ça et reconstruise un beau câble tout neuf. Ce serait l'idéal, oui. Mais c'est là qu'on arrive à une contradiction qui me fascine complètement. La phase chronique de cette blessure, ce qu'on appelle la corps-lésion ou lésion centrale, c'est en fait une tentative de guérison qui tourne au désastre biomécanique. C'est tout le drame de la corps-lésion. En fait, la réparation elle-même aggrave le problème initial. C'est quand même dingue. Pourquoi le corps ferait ça? Ça s'explique par un compromis évolutif. Face à une brèche structurelle majeure, le corps privilégie toujours la vitesse de colmatage à la qualité architecturale. Il veut refermer le trou au plus vite. Même si c'est mal fait? Exactement. Au centre du tendon déchiré, là où les fibres ont lâché, l'inflammation reste active, piégée. Ça forme un noyau liquide et chaotique. Et pour empêcher ce chaos de s'étendre, l'organisme construit en urgence un mur de confinement tout autour. Du tissu cicatriciel fibreux, c'est bien ça? Oui, mais le problème de ce tissu de remplacement, c'est qu'il n'a absolument pas l'élasticité ni l'alignement du collagène d'origine. C'est un patch complètement rigide et désorganisé. Non mais attends, si je traduis ça en termes mécaniques, c'est comme si le corps remplaçait une section d'un élastique high-tech par un vieux morceau de ruban adhésif rigide verrant. C'est la pire réparation possible pour une structure dynamique, oui. Donc quand le tendon va devoir s'étirer à nouveau lors du prochain effort, ce patch cicatriciel ne bougera pas d'un millimètre. Non, il est rigide. Donc ce sont les zones saines du collagène, situées juste au-dessus et en dessous de cette cicatrice, qui vont devoir absorber toute la tension supplémentaire. Et qui vont inévitablement se déchirer à leur tour. Exactement. Le tissu cicatriciel modifie la biomécanique pour toujours. Le tendon a perdu sa capacité d'amortissement naturel. C'est le début de la fin. Et cette perte nous mène direct au chapitre suivant, le plus dévastateur de l'éthiopathogénie. Parce que l'énergie mécanique d'un corps en mouvement ou d'un atterrissage, elle s'évapore pas par magie. Rien ne se perd, tout se transforme. Voilà. Si les amortisseurs principaux, donc les tissus mous, sont devenus rigides ou inefficaces, l'onde de choc traverse cette première ligne de défense et va s'écraser de plein fouet contre la structure suivante. Les tissus durs, les os et le cartilage articulaire. Oui, et c'est là que le cauchemar de la maladie articulaire dégénérative commence, ce qu'on appelle l'ostéoarthrite. Tu sais, jusqu'à présent, j'avais toujours vu l'ostéoarthrite comme une simple usure liée à la vieillesse, un peu comme la rouille sur une vieille bécane, quoi. C'est une idée reçue très courante. Mais en fait, d'après nos sources, c'est pas du tout passif. C'est un cercle vicieux d'impact très actif et très violent. Oui, ces fragments se retrouvent à flotter librement dans l'espace articulaire. Ça agit littéralement comme du gravier dans un rouage délicat. L'os peut même se retrouver rongé ou carcomido par l'inflammation chronique qui s'installe. C'est un phénomène tragiquement courant sur l'os naviculaire, par exemple. Donc on a du gravier dans les rouages, un os rongé de l'intérieur. Mais face à cette agression continue, j'imagine que l'os ne reste pas juste là sans rien faire. S'il reçoit trop de chocs, il doit avoir un mécanisme pour se blinder, non? Oui, l'os tente de se défendre. C'est ce qu'on appelle la sclérose sous-chondrale. D'accord, donc il se durcit, hein? L'os situé immédiatement sous la couche de cartilage détecte l'augmentation anormale de la pression. Sa réponse physiologique immédiate, c'est d'augmenter sa propre densité. Il accumule plus de minéraux, il se durcit massivement pour tenter de supporter cette charge. Mais attends, en mécanique des matériaux, un objet qui devient extrêmement dur devient aussi super cassant. Ou en tout cas, il perd toute sa capacité à absorber les vibrations. C'est le cœur du problème. C'est un peu comme si, fatigué de crever les pneus de sa voiture sur des routes pleines de nids de poules, on décidait de les remplacer par des blocs d'acier massifs. J'adore cette image. Certes, les roues en acier ne crèveront plus jamais, mais au premier trou, l'onde de choc ne sera plus absorbée par le pneu en caoutchouc, elle va remonter direct dans la suspension, puis dans le châssis et finir par disloquer complètement la voiture entière. C'est exactement ça. En se durcissant, l'os détruit le reste de l'articulation. Cette allégorie des roues en acier traduit parfaitement le piège de la sclérose. C'est fou que le corps fasse une erreur pareille. En voulant se protéger par la rigidité, l'os sous-chondral condamne le cartilage situé juste au-dessus. Le pauvre cartilage se retrouve pris en étau entre la force d'impact qui vient d'en haut et ce nouveau mur d'os complètement inflexible en bas, Donc, il se désintègre super vite. à une vitesse accélérée. Et quand l'articulation commence à vaciller, pour reprendre ton analogie de la voiture qui se disloque, le corps tente une ultime manœuvre de sauvetage.
Oh non, encore une réparation catastrophique. Oui, il détecte que l'articulation est devenue instable. Et là, il déclenche la production d'ostéophytes. Ah, les fameux becs de perroquet. Mais les picots de Loro, tu connaissais? J'ai toujours entendu ce terme, oui, mais sans jamais vraiment comprendre pourquoi le corps se mettait soudainement à faire pousser des excroissances osseuses un peu partout. En fait, c'est une tentative de l'organisme de construire une sorte d'échafaudage biologique autour de l'articulation malade. C'est un échafaudage d'urgence pour essayer de la stabiliser. Le corps crée du nouveau tissu osseux sur les bords périphériques de l'articulation pour élargir la surface de contact. Il espère limiter les mouvements anormaux qui détruisent le centre. Mais j'imagine que c'est pas un échafaudage très bien conçu. Pas du tout. C'est super grossier. Ces becs de perroquet sont proéminents, irréguliers. Et très vite, lors du moindre mouvement, ils viennent frotter contre les tissus environnants, écraser des terminaisons nerveuses et irriter la capsule articulaire. Aïe aïe aïe, la douleur doit être insoutenable. C'est une agonie, ce qui nous pousse inexorablement vers le stade terminal de ce désastre, l'ankylose. L'ankylose, c'est quand ça bouge plus du tout, c'est ça? Voilà. Voilà. Si le mouvement provoque une douleur foudroyante à cause du cartilage détruit, de la sclérose et des becs de perroquet qui frottent dans tous les sens, l'organisme finit par prendre la décision la plus radicale qui soit. Il verrouille tout. La douleur chronique entraîne des spasmes musculaires sévères. Le corps verrouille la zone. Physiologiquement, l'ankylose, c'est la capitulation finale. Face à une irritation qu'il ne peut plus gérer, l'organisme fusionne purement et simplement l'articulation. Et soude les os ensemble. Que cette fusion soit fibreuse au début ou qu'elle devienne un bloc osseux massif par la suite, le résultat est le même. La perte totale, absolue et irréversible de l'amplitude de mouvement. L'articulation, en tant que concept anatomique, cesse d'exister. C'est vertigineux quand on y pense, de voir comment chaque mécanisme de défense a finalement pavé la voie vers la destruction totale. C'est une tragédie biomécanique. Mais attends, on nommait un détail crucial de cette mécanique des fluides, depuis tout à l'heure. Parce que toute cette tragédie, le cartilage écrasé, l'os qui durcit, le gravier ostéochondral, tout ça ne se passe pas à l'air libre. Non, en effet. C'est confiné à l'intérieur d'une capsule étanche. Et cette capsule est remplie d'un liquide synovial, dont le rôle initial, c'était justement d'empêcher tout ça de s'abîmer. Exactement. C'est ce qu'on appelle le micro-environnement articulaire. C'est le théâtre clos où se joue cette éthiopathogénie. Et ce liquide, il ressemble à quoi quand tout va bien? En temps normal, la membrane synoviale sécrète un liquide qui est une véritable merveille d'ingénierie. Il est dense, très visqueux, huileux. Il a la capacité incroyable de changer de viscosité en fonction de la pression exercée. C'est une sorte de fluide intelligent, quoi? Oui, ça permet aux surfaces cartilagineuses de glisser l'une sur l'autre avec un coefficient de friction proche de 0. Mais ce micro-environnement est d'une sensibilité extrême. Dès que l'inflammation s'installe à cause des dommages structurels, la membrane synoviale s'affole complètement. Elle réagit à l'inflammation en surproduisant du liquide, non? C'est pour ça que ça gonfle? C'est ça, la pression interne de la capsule monte en flèche, et comme le liquide ne peut pas s'échapper, il pousse les parois de la capsule vers l'extérieur. Ça crée ces fameuses poches ou renflements mous qu'on appelle familièrement des vessies ou végicas. Et la quantité excessive de liquide n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le véritable désastre se trouve dans la composition moléculaire de ce nouveau liquide. Il perd ses propriétés réuligées. Complètement. Sous l'effet des protéines inflammatoires, l'acide hyaluronique, celui qui donne cette belle texture huileuse, il est dégradé. Le liquide synovial perd sa densité. Il se liquéfie, il devient aqueux, liquisant comme on dit. Ah, donc il ressemble plus à de l'eau qu'à de l'huile. C'est ça. En le manipulant, on remarque qu'il est devenu filamenteux, trouble. Il a perdu absolument toutes ses propriétés lubrifiantes. C'est comme si l'huile de moteur de haute technologie s'était transformée en eau sale pleine de grumeaux. Parfaite analogie. Du coup, l'articulation n'a plus aucune protection contre la friction, ce qui accélère encore plus la destruction du cartilage. On revient au cercle vicieux. Mais face à ce gonflement énorme, cette vessie pleine de liquide inflammatoire sous pression qui fait hyper mal, la réaction logique, enfin la solution évidente qu'on aurait envie d'appliquer, ce serait de prendre une aiguille, de piquer la capsule et de vider ce mauvais liquide pour relâcher la pression. Pourquoi est-ce que c'est pas la solution miracle? Surtout pas. Intervenir avec une aiguille dans cet espace clos, ça soulève l'un des risques les plus terrifiants en médecine. L'arthrite septique iatrogénique. Iatrogénique, ça veut dire que c'est causé par le médecin lui-même, c'est ça? Exactement. La pathologie est causée par l'acte médical. Il faut comprendre que la capsule articulaire est un environnement parfaitement aseptique, totalement isolé du monde extérieur. Aucun microbe à l'horizon. Aucun. Donc si,
En voulant soulager la pression, on introduit une aiguille qui n'est pas rigoureusement stérile, ou si ne serait-ce qu'une seule bactérie de la peau est entraînée à l'intérieur lors de la piqûre, On vient de relâcher un agent pathogène dans un bouillon de culture idéal. et c'est le désastre absolu. L'infection se propage à la vitesse de l'éclair, sans aucune barrière immunitaire efficace pour la freiner à l'intérieur de la capsule. Ah ouais, l'arthrite septique peut détruire l'articulation entière en quelques jours, non? En quelques jours, oui, et s'avérer fatal, en particulier pour un cheval. Le remède de bon sens, la petite piqûre pour soulager, porte en lui un potentiel de destruction bien plus rapide et fulgurant que la maladie dégénérative d'origine. C'est une illustration tellement brutale de l'équilibre précaire de l'éthiopathogénésie. On croit bien faire et on déclenche l'apocalypse. C'est pour ça que cette compréhension intime des processus en cours change radicalement la façon dont on doit interpréter les examens médicaux. C'est la différence fondamentale entre voir une simple image et lire une pathologie en mouvement. Tu penses à l'échographie, par exemple? Prenons l'outil diagnostique le plus courant pour les tissus mous, l'échographie, oui. Généralement, on regarde l'écran, on voit une zone noire au milieu des tissus grisâtres et on se dit « bon bah d'accord, c'est là, il y a une tendinite ». Fin de l'histoire. On a notre fameux diagnostic binaire du début. Mais s'arrêter à ce constat, c'est passer à côté de toute la mécanique incroyable que nous venons de décrire. L'éthiopathogénie nous apprend que l'échographie se lit en temps réel. C'est-à-dire, Cette fameuse zone sombre, qu'on appelle anéchogène sur l'écran, c'est pas un diagnostic abstrait, c'est un cratère. un cratère. C'est l'espace physique, le vide terrifiant laissé par les milliers de câbles de collagène qui viennent d'être littéralement arrachés sous la force de traction. Ah ouais, vu comme ça? Et l'image est sombre sur l'écran parce que ce vide ne le reste pas bien longtemps en réalité. Il est immédiatement rempli par l'œdème inflammatoire et le sang provenant des micro-hémorragies environnantes. Donc on regarde pas juste une tache noire sur un écran. On regarde le sang et le liquide s'engouffrer dans les ruines d'un pont suspendu qui vient de s'effondrer. Exactement. C'est une façon infiniment plus puissante d'appréhender la médecine. Si on prend un peu de recul pour synthétiser tout ce voyage épique à travers le corps, Puis il y a de quoi faire. ouais. On réalise que comprendre une maladie, c'est vraiment décrypter une cascade biomécanique inéluctable. Tout démarre par une loi physique élémentaire. Une force appliquée dépasse la résistance d'un tissu souple. Le collagène lâche. La fameuse rupture des câbles. Ensuite, pour compenser la perte de cet amortisseur, l'os situé en dessous subit des microfractures. Il panique et il se calcifie jusqu'à en devenir cassant, formant des excroissances pour s'étayer. Nos roues en acier et nos becs de perroquet. Et pendant ce temps-là, le liquide lubrifiant autrefois parfait se désintègre, empoisonnant l'environnement clos de l'articulation. Chaque pathologie, que ce soit la lésion centrale du tendon, la sclérose sous-chondrale, l'arthrite septique ou l'ankylose, n'est en fait qu'un maillon d'une très longue chaîne de causes et d'effets. C'est ça. Une architecture dynamique qui tente, maladroitement, de survivre à une force qui la dépasse. Le corps fait ce qu'il peut, mais il aggrave souvent son propre cas. Ce qui m'amène du coup à une réflexion finale. Peut-être un peu provocatrice pour clore cette exploration, mais il faut qu'on en parle. Je t'écoute. Tout au long de ce processus de destruction, on s'aperçoit d'une ironie vraiment tragique. La cicatrice fibreuse, rigide, qui ruine l'élasticité du tendon, C'est le corps qui tente de fermer une brèche. ouais, sa réparation d'urgence. La sclérose qui durcit l'os jusqu'à détruire le cartilage, c'est le corps qui essaie de se blinder contre les impacts. Les becs de perroquet qui bloquent le mouvement dans une agonie totale, c'est encore le corps qui construit un échafaudage. C'est vrai que, vu sous cet angle, Chacune des étapes majeures de la destruction articulaire commence fondamentalement comme un protocole de guérison naturelle de l'organisme. Puisque c'est le cas, est-ce que la prochaine révolution absolue en médecine ne consisterait pas à court-circuiter ces réflexes millénaires? tu veux dire empêcher le corps de guérir. Au lieu d'aider le corps à cicatriser comme on l'a toujours fait, la véritable avancée, ce serait peut-être de trouver le moyen d'empêcher le corps de se réparer lui-même, de désactiver ses propres mécanismes de défense aveugles avant qu'ils ne causent des dommages irréversibles à la biomécanique globale. C'est une pensée radicale, mais d'un point de vue éthiopathogénique, ça a un sens incroyable. Éteindre les protocoles de sécurité interne pour sauver la machine? Très loin de raconter toute l'histoire. Ah ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci d'avoir décortiqué toute cette cascade avec nous, c'était vraiment passionnant. Et pour ceux qui nous écoutent, on se retrouve très vite pour décoder de nouveaux mystères biologiques. Gardez l'esprit ouvert.